Vous vous souvenez de Klaus Schwab? Il ne faut pas avoir peur. Pour ceux qui n'en mettent pas, c'est le patron de Davos, l'homme qui a popularisé l'idée du Great Reset. En gros, profiter des crises comme celle du Covid pour refaçonner l'économie et la société au nom du climat, de l'inclusion et de la bonne gouvernance. Eh bien, cette vision, il se trouve qu'elle n'est pas restée dans les conférences de milliardaires en Suisse. Il y a un pays, lequel, gros suspense, où elle a déjà largement infusé dans les institutions, dans la justice, dans les médias, dans l'école et dans l'économie. Le Canada, a.k.a. le laboratoire du progressisme d'État. Le tribunal des droits de la personne a condamné un salon de coiffure à verser 500 $ en indemnité à une personne non-binaire qui se plaignait d'avoir subi un grave préjudice. Pour prendre rendez-vous, on l'obligeait à choisir entre une coupe pour homme ou une coupe pour femme. Alex Frédéric Mignot est avec nous à l'origine de cette plainte. Alex Frédéric Mignot, bonjour. Et aujourd'hui, on retrouve à sa tête l'un des disciples de Klaus Schwab et du Great Reset. J'ai nommé Mark Carney. Donc, comment la défense des minorités s'est transformée en dictature bien pensante digne d'Evergreen? Pourquoi leur économie est-elle en train de s'enliser? Comment les Canadiens se sont retrouvés à être dirigés par un mec encore pire que Trudeau? En bref, comment le progressisme a condamné le Canada? Eh bien, c'est super qu'on va décrypter ça. Je vous invite comme d'habitude à participer au référencement de cette vidéo si elle vous plaît et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas fait, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux et pour les plus généreux, on rédige un journal de qualité, dispo dans les kiosques tous les mercredis et auquel vous pouvez aussi vous abonner via notre site. Tous les liens sont en description, je ne vous embête pas plus longtemps, commençons. Avril 82. Sous les yeux des caméras, la reine Elisabeth II et Trudeau père signent le texte qui donne enfin au Canada sa souveraineté constitutionnelle. Ce jour-là, le Canada devient pleinement indépendant. Pourtant, pas de scène de liesse, pas de feu d'artifice, pas de mec bourré chantant en chœur l'hymne national dans un bar, bref, pas l'ambiance festive à laquelle on s'attend lors d'une naissance nationale. Et c'est là tout le souci. Même si le Canada est enfin un pays à part entière, il lui manque encore ce qui fait une nation, une identité propre. Et c'est justement en voulant combler ce vide identitaire que Pierre Elliott Trudeau va poser la première pierre d'un progressisme aujourd'hui poussé à l'extrême. Cette scène marque à la fois la naissance du Canada moderne et le début de sa chute. Mais pour comprendre pourquoi le Canada peine à se définir, il faut revenir au commencement, à la façon même dont il s'est construit. Put the ciment on the poteau. Non. Ton the pot. Put the ciment là-bas. Get on the bétonneuse, please. Le Canada se crée à partir de colonies européennes. Le territoire existait avant et était habité par des autochtones, certes, mais le Canada comme construction politique, avec ses frontières, ses villes et ses institutions, naît de la colonisation européenne. Les premières colonies ne datant non pas d'ailleurs de 1492 et de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais de l'an 1000, car on nous a menti toute notre scolarité, et les premiers Européens à avoir foulé le sol américain, ce sont les Vikings. En revanche, les Vikings ne s'y établissent pas de façon permanente. Pas plus que les Anglais, quand Jean Cabot découvre l'Amérique du Nord à la fin du XVe siècle. Non. Les premiers véritables colons du Canada, ce sont les Français. Pas mal, non, c'est français. Le premier de nos compatriotes à y débarquer, c'est Jacques Cartier, revendiquant des terres pour François Ier. C'est d'ailleurs Cartier qui donne son nom au Canada, après avoir entendu deux autochtones qu'il avait capturés prononcer le mot Kanata, signifiant village en iroquois. C'était la petite anecdote culture G. Mais celui qui a vraiment fait entrer la France dans l'histoire canadienne, c'est Samuel de Champlain. Au début du XVIIe siècle, il fonde une forteresse sur l'emplacement actuel de Québec. Contrairement aux Espagnols et aux Portugais, de Champlain ne zigouille pas tous les autochtones qu'il croise. Au contraire, il s'allie à certaines tribus. Ensemble, Français et autochtones collaborent au commerce de la fourrure de castor, très prisé en Europe. Et peu à peu, la Nouvelle-France s'étend. Louis XIV y envoie même des filles célibataires pour peupler davantage ce nouveau territoire. Mais tout ça, c'était sans compter les Anglais et leur fichue manie de nous faire la guerre. No, God, please, no. Celle dont on parle ici, c'est la guerre de 7 ans. Et sans entrer dans les détails, on la perd. Salement. Et on perd par la même occasion le Canada, ainsi que la quasi-totalité de nos possessions sur le continent américain, dont la plupart finit entre les mains des colons anglais. Colons anglais qui ne partagent pas trop notre sens du civisme vis-à-vis des autochtones. Les alliances commerciales ? Hop là! En 1763, certains officiers britanniques vont même refiler à des négociants autochtones des couvertures infectées par la variole, maladie contre laquelle les Amérindiens n'étaient pas immunisés, tout comme les autres maladies que les Européens et les rats trimballaient avec eux en débarquant en Amérique, d'ailleurs, et qui ont tué pas mal d'autochtones. Les Anglais n'ont pas été beaucoup plus sympas avec les Acadiens, donc les Canadiens francophones installés en Acadie, qui ont été décimés lors du Grand Dérangement, une méga déportation qui avait pour but de vider l'Acadie des non-anglais, puisque l'assimilation, à l'époque, les Anglais n'y croyaient
Pas trop. Ils y croyaient d'ailleurs tellement peu que le Parlement britannique adopte une nouvelle stratégie en 1774 avec l'acte de Québec. Pour éviter une rébellion du Canada français, Londres a une idée, ma foi, plutôt moderne. Car cet acte, il accorde aux catholiques francophones la liberté religieuse et la possibilité d'exercer des fonctions officielles. Une pratique non autorisée en Grande-Bretagne. Les règles juridiques françaises continueront aussi d'être appliquées pour les affaires civiles et la juridiction anglaise pour les affaires criminelles. Vous l'aurez compris, on a là la prémisse d'un multiculturalisme d'État qui, même si ça peut paraître étrange, n'arrangera pas trop les futurs dirigeants progressistes du Canada. Pas du tout même. C'est embêtant ça m'arrange pas du tout. Pour des soucis de rétention d'audience, permettez-moi de faire un bond dans le temps de 200 ans. En 1960, Jean Lesage remporte les élections et devient Premier ministre du Québec. Son slogan, « Maître chez nous ». Le Québec veut son indépendance. Durant des siècles, la province a évolué différemment du reste du Canada. Alors que la majeure partie du territoire s'est sécularisée, au Québec, c'est encore l'Église qui gère les hôpitaux et l'éducation. Autre élément et pas des moindres, le français a perduré. Et la langue, rappelons-le, est directement liée à la culture. Elle influence l'éducation, la littérature, l'humour, les codes sociaux. Les Québécois ont donc une culture et des références différentes des autres Canadiens. Qu'est-ce que ça fait un hibou dans un toaster? Hiboucan. D'ailleurs, ils ne se définissent pas comme de simples Canadiens, mais comme des Canadiens français. Surnom qui change dans les années 60, durant ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Car Canadien-Français est une identité culturelle, sauf que les nations modernes ne se définissent pas par leur culture, mais par leur territoire. C'est là qu'apparaît le terme québécois. Et ces Québécois, ils veulent être maîtres chez eux. Car s'ils contrôlent certains aspects de la société, comme les médias, la santé et l'éducation, la sphère économique est largement dominée par les anglophones. Avec le sage, le nationalisme québécois grimpe en flèche, tout comme l'idée de devenir indépendant. Une idée qui ne plaît pas beaucoup à Pierre Elliott Trudeau, élu Premier ministre canadien en 68. Lui, il ne veut pas que le Québec devienne une nation à part. Alors en 1971, il annonce à la Chambre des communes que le multiculturalisme devient une politique officielle du gouvernement. Dorénavant, la ligne politique de l'État, c'est de reconnaître et encourager la diversité culturelle. Dans les années 80, il inscrit carrément le multiculturalisme dans la Constitution. Pas par humanisme, par peur. Et laissez-moi vous dire, même si vous vous en doutez sûrement, que le multiculturalisme aujourd'hui, ce n'est plus vraiment les Québécois qu'il vise. S'il y a bien un truc qu'on a appris en cours d'histoire, c'est qu'à partir du moment où une lubie idéologique devient une doctrine d'État, rentre dans le droit et commence à structurer les institutions, ça se finit rarement bien. Pour ceux qui pensent que ma comparaison est un peu tendancieuse, vous avez sûrement raison. Mais voyons quand même ce que ça donne concrètement le multiculturalisme en tant que principe constitutionnel. Qui sait, peut-être seriez-vous surpris. Bon, déjà, première chose, inscrire le multiculturalisme dans la Constitution, ça envoie un message très clair. Il ne s'agit pas d'une idée à débattre. Si on se balade sur le site officiel du gouvernement, dans la définition du multiculturalisme, on tombe sur cette phrase. Les Canadiens savent que la diversité enrichit l'expression culturelle, favorise l'innovation au travail, stimule la créativité, etc. Sans vouloir faire ma prof de français relou, le choix du verbe savoir n'est pas anodin. Ce n'est pas penser, ce n'est pas croire, ce n'est pas être convaincu. Savoir implique une connaissance basée sur du concret. Factuel. Est-ce que des études réalisées par des personnes non militantes ont prouvé factuellement que le multiculturalisme stimulait la créativité ? Mais je pose la question, j'ouvre le débat. L'autre message un peu plus clair que ça envoie, c'est que l'assimilation n'est pas au programme. Mais genre, vraiment pas. Le gouvernement canadien l'écrit noir sur blanc. La caractéristique fondamentale de l'identité canadienne, c'est la diversité culturelle. Comment assimiler des personnes à une culture qui n'existe pas? Au contraire, le gouvernement encourage les nouveaux arrivants à garder la leur et même à la revendiquer. Et par encourager, j'entends bien sûr subventionner. Dès 2019, le gouvernement lance une stratégie de lutte contre le racisme systémique et la discrimination au Canada. Un investissement coquet de 100 millions de dollars que l'État justifie avec des témoignages reconnaissants d'assauts subventionnés. Parmi elles, on retrouve par exemple Pride in Art Society, qui remercie le patrimoine canadien pour sa contribution à leur programme de travail continu lié aux artistes et aux conservateurs QTBIPOC, les personnes queer, trans, noires, autochtones et personnes de couleur, au Queer Art Festival SM Gallery, la seule galerie canadienne mandatée pour l'art queer. Qu'est-ce que l'art queer ? Je crois que c'est ça. She is like a transsexual witch demon. She comes from like a comic that I wrote. Et pour coordonner les différentes politiques d'inclusion de multiculturalisme dans l'ensemble du territoire, le Canada crée le RFPTFRMILC. Il y a zéro vanne.
C'est l'acronyme officiel du réseau fédéral, provincial et territorial des fonctionnaires responsables des questions liées au multiculturalisme. Ce sont eux qui font en sorte de prioriser les combats, d'harmoniser le vocabulaire et le message général. Et je vous le demande, quel est l'intérêt d'un message idéologique bien rodé s'il n'est pas diffusé à grande échelle? Pour ça, le gouvernement peut compter sur les médias traditionnels, comme Radio-Canada, notre Radio France à nous, une radio d'État qui ne survit que grâce aux subventions publiques, et dont l'une des missions est de refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada. Pour ce faire, ils ont notamment créé un espace dédié à l'actualité autochtone, un choix qu'on pourrait trouver un peu communautaire avec nos yeux de français, mais pas particulièrement dérangeant. Ce qui est un peu plus dérangeant, pour le coup, c'est quand ils sont accusés de traiter l'information de manière biaisée. Par exemple, en novembre dernier, Nadia El Mabrouk, présidente du Rassemblement pour la laïcité, formule une plainte contre un de leurs reportages très en faveur du halal dans les écoles, laissant par exemple affirmer que le processus d'abattage halal visait à minimiser la souffrance animale, notamment grâce à une bénédiction en amont. D'accord, ouais. Autre exemple, en 2021, une communauté autochtone annonce avoir identifié à l'aide d'un radar 215 anomalies dans le sol du site de l'ancien pensionnat de Kamloops Indian Residential School. Les pensionnats étaient des internats / prisons où les enfants indigènes étaient envoyés de force pour s'assimiler à la culture européenne et où ils subissaient parfois de graves violences. Des cas de décès ont même été documentés. Ces anomalies radars dans les médias ont été transformées en cadavres d'enfants. Il n'y a pas eu d'exhumation, rien ne prouve que ces anomalies sont des tombes, même 5 ans après, mais l'info a quand même été massivement relayée. Ça a provoqué une émotion nationale énorme, des statues ont été déboulonnées, une 60aine d'églises incendiées. Nobody knows who did it. We can guess. I don't think white people came here and burnt this down. Et l'info n'a jamais été rectifiée. Mais comme outil de diffusion encore plus efficace que les médias, on a bien sûr les universités. Une bonne part d'entre vous a sûrement vu la masterclass de sanglier sympa sur l'université d'Evergreen. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous ratez quelque chose. Eh bien, être un prof blanc dans certaines universités canadiennes, c'est un peu le même enfer. Un premier cas très médiatisé du Canada est celui de la professeure Verouchka Lieutenant Duval. Lors d'un cours, elle parle de la façon dont certains groupes se réapproprient des mots offensants. Elle donne l'exemple du mot qui commence par haine et finit par aigre. Une étudiante porte plainte et la prof est immédiatement suspendue. L'affaire prend une telle ampleur que même Justin Trudeau, Premier ministre de l'époque, sera interrogé à ce sujet. Il ne défendra absolument pas la professeure. Que pense-t-il de la censure à l'encontre d'une professeure de l'Université d'Ottawa? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous devons tous être conscients de la portée de nos paroles. Nous favorisons le respect des autres et l'écoute des communautés. Notre priorité, c'est toujours de mettre de l'avant les actions concrètes pour combattre le racisme sous toutes ses formes. Après une enquête approfondie, le lieutenant Duval est réintégré. Mais avant ça, on l'oblige à suivre une formation sur le racisme. Et lors de son retour, on envoie un mail à ses étudiants, leur laissant le choix de continuer avec elle, de changer de prof ou d'abandonner le cours sans pénalité. Finalement, une seule élève restera. Un autre cas qu'on peut citer est celui de Frances Widdowson, professeure de sciences politiques à l'université de Mont-Royal. En 2020, elle affirme que le mouvement Black Lives Matter a détruit l'université, et en 2021, après la découverte des 215 anomalies dont on parlait avant, que les pensionnats avaient donné aux enfants autochtones une éducation qu'ils n'auraient normalement pas reçue. Après ces déclarations, une pétition rassemblant 6000 signataires et l'accusant d'être raciste demande son renvoi. Une manifestation est aussi formée devant le campus avec des gens jouant du tambour. Elle est finalement renvoyée et quand en 2023 elle est invitée à une conférence universitaire ayant pour thème « Comment le wokisme menace la liberté universitaire », l'université finit par annuler. Pourquoi ? Car sa venue créerait un environnement psychologique dangereux, menaçant de retraumatiser les élèves autochtones. That's where you belong. You belong right there. Right there. Underground. You belong underground. You're an entitled old hag, you know? Fuck all you guys. Get me off that fucking camera. Mais pour pouvoir être licencié de façon abusive, encore faut-il être embauché, chose de plus en plus compliquée pour les profs ou chercheurs blancs, et notamment les hommes. Car, voyez-vous, les discriminations raciales sont légalement autorisées au Canada. Pardon, les discriminations raciales
positive. La section 15 de la Charte canadienne des droits et libertés précise ceci. Tous ont droit à la même protection, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique. Ça, c'est le paragraphe 1. Le paragraphe 2, lui, précise. Le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'interdire les lois destinées à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale, etc. On va pas épiloguer 15 ans dessus, je pense qu'on a tous compris que le concept même d'une discrimination dite positive est une énorme douille, ce qui n'empêche toutefois pas plusieurs universités canadiennes d'exclure les hommes blancs de leurs offres d'emploi. Toutes ont à peu près cette formulation. En vue d'accroître la représentativité aux postes titulaires de CRC, donc les postes de chercheurs, au sein de notre institution, des personnes issues des 4 groupes désignés, à savoir les femmes, les personnes en situation de handicap, les autochtones et les personnes appartenant à une minorité visible, seules les personnes candidates possédant les compétences requises et s'étant auto-identifiées comme membres d'au moins un de ces 4 groupes sous-représentés seront sélectionnées au terme du présent concours. Outre la discrimination raciale, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous fait tiquer dans cette phrase ? Du genre, les personnes s'étant auto-identifiées. C'est que moi je suis noire. Ah oui, c'est ça. C'est ça, parce que j'ai lu ça. Donc je suis attirée par la peau noire. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes noire. Comment ? Vous pensez que vous êtes noire. Je ne pense pas, je le suis. La loi canadienne considère qu'on ne peut pas imposer une catégorisation raciale à une personne. Les vérifications ADN ou généalogiques seraient intrusives. Pour accéder à certains postes, obtenir certaines bourses ou d'autres avantages fiscaux réservés aux autochtones, les institutions et entreprises demandent donc aux candidats de s'auto-identifier, donc de cocher une petite case « oui, je suis noir ». Et bizarrement, le nombre d'autochtones ou de métis, un peuple autochtone issu du brassage entre indigènes et européens, explose depuis quelques années. Entre 1991 et 2016, le nombre de métis a augmenté de 334%. Un phénomène que les Canadiens ont baptisé les photochtones, des gens qui mentent sur leur origine pour recevoir des avantages réservés aux autochtones. C'est par exemple le cas de Randy Boissonneau, ancien député du gouvernement Trudeau, qui disait que sa grand-mère était autochtone et avait obtenu des subventions pour son entreprise autochtone. Sauf que, coup de tonnerre, on ne s'en serait jamais douté avec son physique typiquement indigène, sa grand-mère était allemande. I apologize that I wasn't as clear as I could have been about who I am and my family's history. Mais Boissonneau est un cas parmi des centaines, voire des milliers d'autres. Kwekwe, bonjour. Mitakuyo Yacine, salutations à toutes mes relations. Je suis Luma, femme médecine de la Première Nation Antaya, Abenaki Algonquin du Québec. J'en profite pour saluer tous les membres de mon clan. Ça concerne même Guillaume Carle, ancien chef de l'Alliance autochtone du Québec, asso ayant reçu une subvention de 1 million de dollars canadiens en 2020. Il s'est finalement avéré que son plus proche ancêtre autochtone remontait au XVIIe siècle. Et puis j'ai pris mon tambour et je suis capable de siffler comme une flûte. Et puis dans ma main droite, j'ai un rattler, le chichichichi. J'ai fait un spectacle de musique et j'ai fait 2 chansons autochtones. Et je chante en navajo. Et puis, quand j'ai fini de chanter cette chanson-là, tout le monde pleurait. C'était vraiment spécial. Aussi, Carle embauchait les membres de son asso en leur faisant passer au préalable des tests ADN, histoire de vérifier leur ascendance. Méthode fiable, me direz-vous ? Eh bien, pas tellement, en réalité. Un journaliste a fait sa petite enquête en envoyant de la bave de chien au labo qui faisait les tests ADN de l'asso, et les résultats étaient pour le moins surprenants, puisque ce chien possédait 20% de sang autochtone. Et je vous le demande, si un caniche est à moitié inuit, pourquoi n'aurait-il pas le droit, lui aussi, à une bourse d'études ? Si un Allemand se revendique algonquin, car il aime pêcher le saumon et marcher pieds nus dans la forêt, pourquoi n'aurait-il pas le droit d'accéder à un poste réservé ? Sous couvert de « on ne veut pas être trop intrusif avec les gens », le gouvernement canadien distribue l'argent public à qui le veut, privilégiant le ressenti au factuel. Et ce glissement vers la subjectivité ne date pas d'hier. Depuis 20 ans, il façonne aussi la justice. En 2004, par exemple, dans l'affaire Amsalem, la Cour suprême du Canada est saisie d'un litige assez simple. Des copropriétaires juifs souhaitent construire une cabane religieuse sur leur balcon, ce que le règlement de leur immeuble interdit. Pour contrer l'argument de la liberté religieuse, principe fondamental du multiculturalisme, le syndicat de copro affirme que ces cabanes ne sont pas obligatoires dans la religion et que les plaignants peuvent totalement exercer leur religion autrement. Sauf que, selon la Cour, en matière de religion, ce n'est pas à une autorité religieuse de dire ce qui est obligatoire ou non, mais à l'individu lui-même. Autrement dit, il suffit qu'une personne affirme sincèrement croire en quelque chose pour que cette croyance soit protégée juridiquement.
2 ans plus tard, en 2006, nouvelle illustration avec l'affaire Multani. Gurbaj Singh Multani, un élève sikh, souhaite porter un kirpan, ou un kirpan, je ne sais pas, un poignard rituel à l'école. L'établissement refuse pour des raisons de sécurité. L'affaire remonte encore une fois jusqu'à la Cour suprême. Et là encore, la décision est que la liberté religieuse de l'élève l'emporte. Le kirpan est autorisé. La Cour suprême du Canada a finalement statué que les écoles ne peuvent empêcher les jeunes sikhs de porter le kirpan, ce poignard, symbole obligatoire de leur religion. Et les 8 juges de la Cour sont tous d'accord. Ils rejettent en bloc l'argument de la sécurité dans les écoles, pas assez convaincant, pense-t-il, pour restreindre la liberté de religion. Autrement dit, une règle commune, valable pour tous, peut être écartée au nom d'une croyance individuelle. Au Canada, de plus en plus, le ressenti prime sur le réel, jusqu'à complètement détruire la vie de certains. Les trans sont victimes d'un génocide. C'est du moins ce qu'affirme cette députée du nouveau Parti démocratique canadien. The ongoing genocide of MMIWG2SLGBTQIA+. MMIWG2SLGBTQIA+, signifiant femme, fille, personne bispirituelle, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, en questionnement, intersexe, asexuel et autres personnes autochtones disparues et assassinées. Cette idée de génocide, elle est reprise par les militants trans un peu partout dans le monde, notamment depuis la sortie d'un communiqué de l'Institut Lemkin affirmant que les discours s'opposant à l'idéologie de genre représentaient des étapes génocidaires. Des experts alertent sur les premières étapes d'un génocide contre les personnes trans et non-binaires. Et non, il ne s'agit pas d'une dystopie, mais bien de la réalité du mandat de Trump. Cette information, tirée d'un article publié ce lundi par le Lemsing Institute for Genocide Prevention, Alberta will now prohibit children 15 years old and younger from accessing puberty blockers and gender-affirming hormone therapy. The province will now prohibit children 17 years old and younger from accessing gender-confirming top and bottom surgeries. Alberta will prohibit trans women from competing in women's sports. Ben ouais, logique. What's going on is that Alberta is committing state violence against its trans population. And we need to be very clear about the consequences here. Trans people are going to die. This is what fascism on the streets looks like. Unfortunately, it's alive and well on the streets of Calgary, Alberta. There's a trans genocide happening in America right now. Trans people are being painted as terrorists, and the government has turned trans people into a political weapon. We are in the middle of a trans genocide in the US. Now, that's not only me saying this, it's also genocide experts who have come forward to say that we are in the early to mid stages of a genocide against trans people in the United States. L'Institut Lemkin, c'est un organisme privé qui est censé prévenir les génocides. Et par la même occasion, un site d'achat en ligne où tu peux acheter des mugs à l'effigie du drapeau trans pour la modique somme de $18. Bon, la question ici n'est pas de savoir à quel point cet institut est financé par Soros, mais bien les conséquences d'une telle victimisation d'un groupe de personnes. Étant donné que les personnes trans sont considérées comme étant un danger... Non. Étant donné que les personnes trans sont considérées comme étant en danger et victimes de haine, elles sont rentrées dans le groupe très sélect des marginalisés. À la façon des gens de couleur et des autochtones, certains quotas concernant par exemple des emplois leur sont réservés. C'était le cas en 2022 lorsque l'université de Waterloo recrutait un prof assistant et chercheur en environnement et en changement climatique. Voici ce qui était noté sur la fiche de poste. Cette offre s'adresse uniquement aux personnes qui s'identifient comme femmes, transgenres, non-binaires ou bispirituelles. Ce favoritisme s'étend à la justice. Lors d'un procès, avant de rendre sa sentence, le juge doit peser les facteurs aggravants et les facteurs atténuants. Être trans est considéré comme un facteur atténuant. Pas parce que c'est une maladie mentale, ça c'est transphobe de le penser depuis le DSM-4, mais à cause de leur vulnérabilité en prison et du possible trauma qu'ils portent depuis leur tendre enfance à cause de la transphobie systémique. On se retrouve ainsi avec des gros tarés, comme Alice Michael Atwood, qui après avoir poignardé ses 2 enfants, a le droit de retourner tranquillement chez lui pour attendre patiemment son procès. Good morning. It's your favorite hobo you love to hate. I just wanted to do a check-in, let people know that I am being safe, I'm being secure. I have taken care of my needs, and I am just chilling until I actually go for my sentencing. And yeah, I did kind of realize that we do have a highly unique opportunity here, whereas I'm someone who did something heinous and I'm on social media, whereas pretty much all
the other people who do something heinous get locked in a box and blocked out from society, and they don't get to talk to them. So, like, does it put me at risk? I'm already at risk. So whatever, I guess. I know that I'm going to do everything in my part to not hurt anyone else in society. For sure. For sure. Ou encore Christelle Lauzon, de son vrai nom, Dany, pédophile récidiviste, qui a eu l'occasion de récidiver. Justement. Des hommes qui, en plus, une fois enfermés, se retrouvent dans des prisons pour femmes. C'est ce que permet la loi C16 de 2017. Selon leur identité de genre déclarée, les détenus peuvent choisir où être placés. Autrement dit, ils peuvent conserver leur pénis. Il leur suffit de cocher oui à la question « Êtes-vous une femme ?» Une pratique qui peut s'avérer pas super safe pour les prisonnières. I lived with one of them in my unit for about 6 months, and to witness how I will not call him a woman because he was not. How he victimized women throughout the compound over that period of time absolutely floored me, disturbed me. He sexually assaulted a woman in my house. First got here, I was told right away by some of the women to watch out for a certain prisoner. And I said, wait, we have men here? And they're like, yeah, we do, but you're not allowed to call them men and you have to use she, her pronouns. That was the beginning of when I realized that we were supposed to lie and go along with things and just remain silent. That same person was sexually harassing multiple women on compound. I experienced it. Several of my friends experienced it. And we all just stayed quiet about it because we thought that because we were criminalized and in prison, that it was our fault for being here in the first place and we deserved what happened to us. Cette justice clémence, on la retrouve aussi quand, lors de manifs, des militants trans agressent des manifestants qui se plaignent de l'entrisme de l'idéologie de genre dans l'éducation des enfants. Ah, excusez-moi, j'ai dit manifestants ? Je voulais dire fasciste. They're not going to stop just at schools. These people are a movement. They are allied with white supremacists, anti-Semites. Some people that are coming have swastikas tattooed on their bodies. This is far beyond and I don't want to reduce it to say simple transphobic protest, but it's a massive fascist movement. Dans ce cas précis, les fascistes manifestaient, car le gouvernement avait interdit aux écoles d'informer les parents si un élève de moins de 16 ans décidait de changer de genre si ce dernier n'y consentait pas. Ah, et aussi parce que la commission scolaire d'Ottawa avait envoyé une note à tous les enseignants de son district pour leur dire d'utiliser les pronoms non-binaires they/them avec tous leurs élèves, tant qu'ils ne connaissaient pas leurs pronoms préférés. 5 militants trans ont été arrêtés lors de la manif, mais les charges ont été abandonnées. Même chose quand Billboard Chris, un activiste qui milite contre les transitions de genre chez les mineurs, se fait insulter, puis agresser par des militants trans. Une justice clairement à deux vitesses, puisque lorsqu'un trans se plaint d'agression, et par agression j'entends le fait d'utiliser le mauvais pronom, le juge ou l'institution est pour le coup beaucoup moins compréhensif. Par exemple, cette infirmière suspendue de l'ordre des infirmières et sages-femmes de la Colombie-Britannique, car elle aurait tenu des propos transphobes qualifiant l'identité de genre de non-sens métaphysique, et affirmant que le mouvement trans portait atteinte aux droits des femmes. Et cerise sur le gâteau, comme ça a coûté très cher de regarder ses tweets et de réunir une vingtaine de personnes pour prouver par A plus B qu'elle était transphobe, elle doit maintenant rembourser les frais de sa procédure disciplinaire. Une autre qui a failli se faire virer mais qui au final s'est juste fait remonter les bretelles, c'est Lindsay Shepherd, une chargée de cours qui en 2017 avait diffusé un extrait de Jordan Peterson dans le cadre d'une leçon sur la grammaire. I was being asked, as everyone is, to use a certain set of words that I think are the constructions of people who have a political ideology that I don't believe in and that I also regard as dangerous. What are those words? Those are the made-up words that people now describe as gender neutral. They're an attempt to control language and in a direction that isn't happening organically. It's not happening naturally. People aren't picking up these words in the typical way that new words are picked up, but by force and by fiat. And I would say by force because there's legislative power behind them. Durant la conversation avec ses supérieurs, qu'elle a enregistrée puis envoyée aux médias, on entend ces derniers l'accuser d'être transphobe et lui dire que rester neutre face à un discours de Peterson revenait à rester neutre face à un discours d'Hitler. I don't see what's transphobic about showing a video of Jordan Peterson. He's a real person. He is a real person, but he is a real person
who has engaged in targeted behavior that or targeting of trans students, like giving out their personal information so that they will be attacked, harassed, so that death threats will find them. This is like neutrally playing a speech by Hitler or Milo Yiannopoulos from Gamergate. On peut aussi citer le salon de coiffure Station 10 qui a dû payer $500 de dommages et intérêts à Alexis Mignot, non-binaire, qui, s'il voulait prendre rendez-vous sur le site du salon, devait choisir entre une coupe homme et une coupe femme. Qu'est-ce que ça fait de dire, mettons, prends rendez-vous comme gars, prends rendez-vous comme fille, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Là. Moi, ça m'est arrivé de cocher femme à un moment donné, puis ça a rien changé. Là. Vous savez, il y a il y a autant de façons d'être un être humain qu'il y a d'être humain. Qu'est-ce que ça change de devoir cocher homme ou femme? Oui, mais ce que ça change, c'est que justement, en cochant quelque chose que je suis pas, je me présente comme quelque chose que je suis pas. Horrible trauma. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Robert Hoogland, un père de famille arrêté et emprisonné en 2021 pour outrage au tribunal. En 2018, la fille de Robert, une ado de 14 ans, veut devenir un garçon et prendre des bloqueurs de puberté et de la testo. L'ex-femme de Robert, mère de l'enfant, soutient sa fille, tout comme l'école et l'hôpital. Robert, lui, trouve que sa fille est trop jeune pour prendre ce genre de décision et porte l'affaire devant les tribunaux pour arrêter le traitement. La cour donne raison à l'enfant et au médecin, en s'appuyant sur la loi sur les mineurs de la province. Si un enfant est jugé mature par les médecins, il peut consentir seul à un traitement. Je ne dirai rien. Le tribunal oblige le père à utiliser les pronoms masculins pour s'adresser à sa fille et l'interdit de s'opposer publiquement à la transition, ce que le père ne fait pas, s'adressant aux médias et révélant l'identité de son enfant. Il est donc condamné à 6 mois de prison. Et c'est peut-être à cause de cette peur d'être condamné en cas de mégenrage qu'après le drame de Tumblr Ridge, tous les médias ont titré l'attireuse pour désigner un homme biologique, avec encore tout son attirail, s'identifiant comme femme. Il ne faudrait surtout pas froisser un mec qui vient de se suicider après avoir tué sa mère, son demi-frère de 11 ans, 5 élèves âgés entre 11 et 13 ans et une enseignante. Un parti pris d'autant plus inquiétant quand on se penche sur la nouvelle législation concernant les plateformes en ligne. Avec la loi C11, le régulateur, le CRTC, notre Arcom à nous, peut imposer des règles aux plateformes de streaming, YouTube, Netflix, Spotify, obliger ces plateformes à financer la création canadienne et surtout influencer les algorithmes et systèmes de recommandation. Il peut notamment pousser les contenus canadiens. Sauf que c'est le CRTC, dont les membres sont nommés par le gouvernement, qui définit les critères de ce qu'est un bon contenu canadien. Langue, thème, valeur. Vous voyez le souci là-dedans. La loi C18, elle, oblige les plateformes, notamment Google et Meta, de conclure des accords financiers avec les médias. Obligation à laquelle Meta a fait un gros doigt d'honneur en bloquant tous les contenus d'actualité de ces plateformes canadiennes. Vous voyez l'autre souci, comme par exemple le fait de pouvoir s'informer qu'à la télé. Le but de ces lois, c'est évidemment de faire vivre la presse, en crise depuis une dizaine d'années. L'idée est louable. Mais le message que le gouvernement feint de ne pas comprendre, quitte à faire du bon gros forcing, c'est que les gens se désintéressent des médias traditionnels. Malgré tout, le gouvernement continue à les subventionner à gogo. Mais bon, quand on voit tout ce qu'il subventionne, on se rend vite compte qu'il n'est pas particulièrement sélectif sur les projets qu'il aide. Il suffit d'être woke. Par exemple, en 2024, le Canada lance une aide financière pour l'Ukraine. 5 millions de dollars pour du déminage inclusif tenant compte des sexospécificités. En 2025, c'est 8,2 millions de dollars qui sont débloqués pour le programme suivant, Verdisson notre riz, chaîne de valeur du riz à faible carbone et équitable en matière de genre. Moins coûteux mais tout aussi lunaire, et vous comprendrez le génie de mon jeu de mots dans un instant, 32 250 dollars déboursés par le ministère de la Défense nationale pour un rapport examinant l'exploration spatiale sous un angle intersectionnel et féministe, dont la conclusion est que les approches existantes de l'espace sont truffées de schémas de domination de genre, raciale et géopolitique profondément enracinés, d'exclusion renforcée par des discussions en jargon technique, et encouragent des pratiques considérées comme racistes, exploiteuses et destructrices pour l'environnement. Des discriminations systémiques auxquelles le gouvernement veut mettre fin grâce à la sainte trinité progressiste, le DEI en entreprise. Avec des politiques tellement absurdes, la loi C69 par exemple, qui impose aux gros promoteurs d'évaluer l'impact de leurs projets, non plus sur l'environnement exclusivement, mais aussi sur les différents groupes de personnes en fonction de leur genre, leur ethnicité, leur orientation sexuelle ou asexuelle grise. Processus très long, très peu utile, et quasiment impossible à réaliser, car finalement, comment savoir si la construction d'un pipeline aura plus d'impact sur une femme asiatique que sur un homme bisexuel ?
Je vous le demande. Voilà donc une loi un petit peu débile qui fait fuir les investisseurs. Enfin bon, le Canada a de l'argent à perdre et peut se le permettre, n'est-ce pas ? En moins d'une décennie, la dette fédérale canadienne a doublé. Le chômage est en hausse, la croissance en baisse, tout comme leurs exportations. Globalement, c'est un peu la merde. Et pour tenir l'économie sous perfusion pendant le Covid, le gouvernement Trudeau a eu la bonne idée de faire tourner la planche à billets via la Banque du Canada. Résultat, plus de 400 milliards de dollars canadiens ont été créés en 2 ans. Sauf que, si la création monétaire peut aider à court terme, si le pays ne produit pas de richesse derrière, la facture se paie en inflation. Heureusement pour lui, le Canada pouvait compter sur sa botte secrète pour créer de la richesse et augmenter sa productivité, l'immigration de masse. En 2022, le pays bat un record avec 437 000 arrivées. En 2023, nouveau record, 472 000. Et en 2024, ils frôlent leur objectif de 500 000 en atteignant les 484 000 immigrés. Des chiffres similaires à la France, officiellement, on s'entend, mais rapporté à une population 40% moins nombreuse, ça fait beaucoup. D'ailleurs, cet objectif de 500 000 accueils, bizarrement, ils l'ont revu à la baisse. Parce que faire venir de la main-d'œuvre, c'est bien, mais pouvoir la loger, c'est mieux. Et en ce moment, les logements au Canada, c'est pas trop ça. Le pays connaît une crise du logement sans précédent. Déjà parce qu'avec l'inflation, le prix des loyers est devenu inabordable pour beaucoup. Ensuite, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de logements. Selon l'organisme public canadien chargé du logement, il faudrait en construire 3,5 millions de plus d'ici 2030 pour revenir à une situation à peu près abordable. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur de la crise, entre 2021 et 2024, le nombre de sans-abri à Toronto, une des villes les plus touchées par cette crise, a augmenté de 111%. Concernant ce fléau du sans-abrisme, oui, ce mot existe, les provinces les plus touchées sont l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec plus récemment et l'Alberta. Et cause, conséquence ou coïncidence, je vous laisserai en juger, à l'exception du Québec, ce sont aussi les provinces les plus durement touchées par la crise des opioïdes. Pas de bol. Les opioïdes, ce sont des antidouleurs très puissants. On a par exemple la morphine, l'héroïne ou encore l'oxycodone. Certains sont dispos sur ordonnance. Mais quand on parle de crise des opioïdes au Canada, on parle surtout du fentanyl. 100 fois plus puissant que la morphine et de ses analogues, aujourd'hui encore plus utilisés que le fentanyl lui-même, qui peuvent être encore plus puissants. Ce qui nous fait des trucs très très puissants. Cette crise, elle a commencé dans les années 2000, avec la surprescription des antidouleurs de la part du corps médical, ce malgré le fort potentiel addictif qu'on connaissait, un peu comme on a eu en France avec les antibiotiques, à la différence que l'amoxicilline n'est pas addictive et n'a jamais fait planer personne, à ma connaissance. Puis, avec l'arrivée du fentanyl et de ses analogues sur le marché noir, cette crise est devenue hors de contrôle. Entre janvier 2016 et septembre 2025, on enregistre 55 000 décès liés à la toxicité des opioïdes, 55 000 hospitalisations, 215 000 passages aux urgences et plus de 270 000 interventions du SAMU sur la voie publique. Bon, là-bas c'est pas le SAMU, mais vous avez compris. Tous les matins dans cette garderie, une éducatrice ratisse la cour à la recherche de seringues. Un enfant s'est déjà piqué ici et il a fallu le traiter avec des médicaments préventifs contre le VIH. Les déchets et les odeurs d'urine empestent les pourtours du bâtiment. Une autre éducatrice fait une tournée de nettoyage plusieurs fois par jour et retrouve ce matin des morceaux de pipe à crack. Plusieurs choses à chaque journée. Alors, il y a des gros groupes de gens endrogués qui ont perdu de conscience, qui ont des blessures de sang, comme des choses qu'on ne veut pas que nos enfants voient. Une garderie voisine vient d'annoncer qu'elle fermera ses portes à la fin du mois. Elle déménagera ailleurs. Théa regrette que ce soit les enfants qui doivent partir plutôt que les toxicomanes. Et outre ces décès liés le plus souvent à des surdosages, on a aussi les décès liés au trafic illégal et aux gangs qui s'en disputent le contrôle. Sur l'ensemble du territoire, près d'1 homicide sur 5 est lié à ces orgas criminels. On recense aussi, à cause d'eux, une recrudescence des vols de voitures et des fusillades. Selon Public Safety Canada, il en existerait plus de 1850. La question que vous vous posez donc sûrement, c'est que fait la police, que fait la justice? Et moi, je vous réponds que les deux ont un peu les mains liées. Ou du moins qu'ils les avaient jusqu'à pas si longtemps. Ce à cause de 2 lois. La loi C-75, actée en 2019 sous le gouvernement Trudeau, visant à désengorger les tribunaux, notamment en réduisant le recours à la détention provisoire. Parmi les mesures mises en place, on a le fait de relâcher l'individu à la première opportunité. Allez savoir ce qu'ils entendent par opportunité. L'obligation pour le juge de privilégier les peines les moins contraignantes possibles, requalifier certains crimes d'infraction hybrides, histoire de pouvoir les juger comme des délits, et limiter la détention provisoire pour les infractions mineures. Le problème de cette loi, c'est qu'elle favorise la récidive. Entre 2019 et 2024, près d'un tiers des auteurs d'homicides étaient sous surveillance judiciaire au moment des faits. Autrement dit, ils avaient été relâchés. L'autre loi, bien progressiste, bien complaisante avec les criminels, c'est la loi C5 de 2022. Son objectif ? Réduire la représentation des racisés et des autochtones dans les prisons.
ces derniers représentant moins de 5% de la population canadienne, mais plus de 30% de la population carcérale. Et l'autre objectif de cette loi, c'est réorienter la réponse pénale vers des approches moins répressives, comme le sursis ou les organismes de santé pour les délits liés aux drogues. Dans un contexte de hausse des violences armées, on a aussi la brillante idée de supprimer plusieurs peines minimales liées aux armes à feu. C'est ainsi qu'en décembre 2022, un agent de la police ontarienne est tué par le couple Mackenzie alors qu'il s'apprêtait à contrôler leur voiture tombée dans le fossé. Le couple avait été libéré sous caution 6 mois auparavant, après avoir été condamné pour l'agression de 3 personnes, dont un autre policier, et détention illégale d'armes à feu. Cette affaire provoque un véritable tollé médiatique et une indignation des forces de l'ordre, trouvant que le système pénal était devenu bien trop laxiste. Le gouvernement décide donc de rétropédaler en 2023 avec la loi C48 qui, en gros, corrige la loi C75, notamment en durcissant le système de libération sous caution. Un peu trop tard, malheureusement, pour toutes les victimes d'un système qui se voulait plus conciliant avec les criminels. Donc on récapitule, économie qui patine, logement hors de prix, opioïdes partout, insécurité qui grimpe, laxisme judiciaire, ça commence à faire beaucoup pour un seul pays. Et même si toutes ces crises n'ont pas commencé avec Trudeau, elles se sont toutes franchement aggravées sous son mandat. Lors des dernières élections, les Canadiens avaient donc 2 options. Envoyer paître ce progressisme d'État ou repartir pour un tour. Ok, let's go. À votre avis, qu'ont-ils choisi ? Bon, en vrai, je suis un peu dur avec les Canadiens. Celui qui a vraiment fait capoter l'élection fédérale pour la droite canadienne, c'est Donald Trump. Je vous explique. Depuis l'élection de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur en septembre 2022, quasiment tous les sondages le donnaient gagnant pour devenir le prochain Premier ministre. Et ce, jusqu'en mars 2025. Le peuple avait tellement d'aversion envers Trudeau, et on peut le comprendre, qu'en décembre 2024, seulement 12% des Canadiens estimaient que le Parti libéral méritait d'être réélu. 12%, c'est peu. Mais en janvier, Trump profère des menaces commerciales envers le pays. Si le Canada conclut un accord avec la Chine, ils seront frappés immédiatement de tarifs à 100% sur tous les biens et produits qui entrent aux États-Unis. Merci de votre attention sur le sujet. Visiblement, donc, le président américain qui va d'une menace, reste à savoir s'il va mettre sa menace à exécution. Il va même jusqu'à dire que la seule solution pour le Canada serait de devenir le 51e État américain. Les Canadiens commencent à flipper. Et Trudeau, de moins en moins populaire, démissionne. C'est là que ça se corse. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. En termes de pouvoir décisionnaire, même de pouvoir tout court d'ailleurs, le Premier ministre canadien, dans les faits, est plus proche de notre président de la République que de notre Premier ministre. Pourtant, il n'est pas élu en suffrage direct par les citoyens. C'est le parti au pouvoir, le Parti libéral, complètement perdant dans les sondages, qui choisit son nouveau chef, Mark Carney. Et ce nouveau chef, il n'a beau avoir aucune expérience politique, il devient Premier ministre. Cette accession au pouvoir, certains détracteurs comme Jordan Peterson en questionnent fortement la légitimité. He's Prime Minister and he holds no seat in the House of Commons, which means he hasn't faced any electorate. He does not have a mandate from the Canadian people. And about 130,000 Liberals voted for him. So he's basically become Prime Minister with no test of the validity of his personality or his political stance being presented to Canada by a tiny proportion of the Canadian population. It's about half of 1% of the Canadian electorate. Des élections fédérales sont ensuite prévues le 28 avril. Alors que Trump continue ses menaces, Mark Carney se présente comme le seul à même de lui tenir tête. Se limite s'il ne fait pas toute sa campagne là-dessus. We will never, ever, in any way, shape or form, be part of the United States. America is not Canada. Tandis que Pierre Poilievre, lui, il en pâtit, puisqu'il est, lui aussi, un conservateur de droite. Il rappelle à l'électorat le président américain. Et au vu du contexte, ce n'est pas un bon point. C'est même carrément un handicap. Au-delà de Trump, Carney se présente comme un centriste, plus modéré que Trudeau sur les questions woke, et comme un homme capable de redresser l'économie, puisqu'à la base, il est banquier. Et nous, Français, on peut tout à fait affirmer que les banquiers font les meilleurs présidents. Vous êtes fou, quoi? Oui. Ah oui, je suis fou. Sauf que ce monsieur a publié un manifeste, Values, Building a Better World for All. Et dedans, on découvre le poteau rose. Sous ses airs de banquier sérieux, Carney est en réalité un écolomaniaque, souhaitant soumettre l'économie à des critères de justice sociale et un fervent défenseur du Great Reset. Première idée qu'il défend, le capitalisme des parties prenantes. En gros, l'idée, c'est que plutôt que de ne penser qu'au profit pur, l'entreprise doit s'intéresser à toutes les parties prenantes. Donc réduire son impact carbone, améliorer les conditions de travail et de façon plus générale penser au bien commun. Les fameux critères ESG, environnement, sociaux et de gouvernance. Sur le papier,
c'est très beau. Sauf que quand ton pays traverse une crise économique et a une croissance faible, voire inexistante, ton objectif premier pour le redresser devrait être de produire de la richesse. Or, quand tu rajoutes des contraintes environnementales et sociales, certains projets ou investissements deviennent beaucoup moins rentables, ou ne se font carrément pas, car les investisseurs finissent par se barrer dans des pays un peu moins regardants. D'ailleurs, c'est un peu l'hypocrisie de la chose. Prenons le secteur pétrolier, par exemple. Le Canada a des ressources, mais un projet de pipeline dans ce pays, c'est un enfer pour les investisseurs, à cause notamment du coup des contraintes réglementaires, des objectifs climatiques et de la montée des critères ESG. Donc ces ressources, elles ne sont pas correctement exploitées. Problème, les voitures doivent bien rouler. Holy moly! Résultat, on importe du pétrole d'autres pays, dont certains qui n'en ont rien à faire de l'environnement. Autrement dit, le Canada ne pollue pas moins, il délocalise juste son bilan carbone. Deuxième idée défendue dans ce bouquin, la planification centrale. On va aller plus vite car ça fait 1 heure que je tourne et que je commence à avoir faim. Ici, on ne parle pas de la planification centrale comme on avait en URSS où l'État te disait quoi produire et comment. Carnet, lui, a une vision un peu plus moderne de la chose. Concrètement, ce qu'il veut, c'est que les banques centrales et les experts décident à la place du client de ce qui est bon ou mauvais pour la société, ce qui peut être financé et ce qui ne le peut pas. Le problème là-dedans, c'est pas hyper démocratique. On se croirait chez les bolcheviks ici. Parce que si ta boîte ne respecte pas l'agenda politique de Davos, on lui coupe les vivres. Troisième idée et surtout but ultime de Carnet, le net zéro d'ici 2050. Un investissement de 2000 milliards de dollars canadiens. Si on ramène ça à l'échelle des foyers, ça coûterait en tout 200 000 dollars à chaque famille canadienne, le prix d'une maison. Mais puisque de toute façon il n'y en a plus sur le marché, il faut bien mettre cet argent autre part. L'objectif du net zéro, c'est très simple, ne pas émettre plus de CO2 que ce qu'on peut absorber. Pour y arriver, il veut, je cite, une réallocation massive de capital. En gros, chaque décision financière doit être focalisée sur la réduction carbone. Je plains les pauvres Canadiens qui ont voté pour lui parce qu'ils pensaient qu'il allait redresser l'économie. Conclusion, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Défendre les trans coûte que coûte, vouloir faire venir 500 000 migrants par an sans pouvoir les loger et baser tout son programme économique sur la réduction de son bilan carbone n'est bon ni pour la cohésion sociale, ni pour l'économie. Il n'y a plus qu'à voir comment la situation évolue avec Marc Carnet. En attendant, je salue nos chers cousins québécois qui regardent cette vidéo, on est dans le même bateau. Bon week-end, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter si elle vous a plu, abonnez-vous à VA+, et au revoir. Au revoir.